merci. Merci pour cette ouverture. Nous allons ensemble maintenant rentrer sur ou dans la place de l'enfant, comme vous voulez. Georges Friedrich disait à l'instant, il est nécessaire de prendre une mesure de ce monde qui bouge. Quelle analyse de ces évolutions? Comment pouvons-nous nous situer par rapport aux perspectives qui se dessinent? Quelle place pour l'enfance et la jeunesse dans notre société? Avant d'aborder cette question au cours d'une table ronde tout à l'heure, voici un premier point de vue, celui de Jacques Attali, que j'appelle à la tribune. Vous m'avez demandé de réfléchir sur ce sujet et je suis très heureux de le faire devant vous car le rôle que remplissent des associations comme le vôtre sont fondamentales pour la survie de la société d'un pays comme le nôtre. Je partirai peut-être d'un peu loin au regard des préoccupations concrètes qui sont et doivent être justement les vôtres, mais j'espère que ces quelques idées vous seront utiles. Il me semble que les sociétés dans lesquelles nous vivons sont en train d'évoluer dans deux directions qui vont être de plus en plus visibles et qui sont en apparence contradictoires. Une première direction, c'est celle qu'on appelle en anglais le cocooning. Difficile d'en trouver un mot français équivalent, mais c'est cette idée de repli sur soi, de retour sur soi-même, d'enfermement peut-être, qui se manifeste dans toutes les dimensions de la vie. Dans le travail, bien sûr, avec tout ce que permet le télétravail, le travail à distance, l'organisation nouvelle des technologies. Dans la consommation, où l'on voit évidemment le développement avec la télévision de loisirs à domicile que sont accompagnés de toutes les technologies qui l'entourent, mais aussi peut-être, et même certainement demain, avec le développement des autoroutes de l'information, la possibilité de consommer à domicile, de commander à domicile, d'organiser la vie sociale à domicile, de se soigner à domicile, ou en tout cas sans aller dans des grands lieux hospitaliers, et même, évidemment, de recevoir une éducation à domicile. Dans le loisir aussi, toutes les formes d'organisation tournent autour de ce retour sur soi, de ce repliement sur soi que permet et qu'organise la technologie et qui est évidemment dans nos sociétés modernes tout à fait compatible avec le refus ou la peur devant le grand large et les mutations. Mais simultanément, une évolution tout aussi fondamentale, tout aussi lourde, porteuse de mouvements fondamentaux, totalement contradictoire est en cours, c'est celle qu'on pourrait qualifier non pas de cocooning, mais de nomadisme. Et on voit en effet que tant dans le travail que dans l'organisation sociale ou que dans l'organisation de la consommation, il y a cette dimension. Nomadisme du travail parce que les entreprises vont là où se trouvent les conditions de production les moins coûteuses et les plus rentables. Nomadisme aussi des travailleurs qui sont obligés de bouger ou en tout cas de subir ces mouvements qui fait que demain, peut-être après-demain, mais en tout cas peut-être même dès demain, le salariat ne sera plus la forme normale, prédominante de l'organisation du travail, mais la forme minoritaire, le travail institutionnel étant secondaire, devenant secondaire par rapport au travail précaire, au travail intérimaire qui prendra sa dimension dominante. C'est déjà le cas dans un certain nombre de formes d'organisation sociale et qui, pour qui veulent le bien voir, déjà aux États-Unis. Dans l'organisation du loisir aussi, on voit, et de la consommation, on voit cette apologie du mouvement, du nomadisme, du changement. C'est évidemment le cas dans l'organisation familiale, avec l'extraordinaire croissance de la précarité des familles, et c'est aussi le cas dans l'organisation du logement, car les statistiques sont frappantes. Si l'on voit depuis le début du siècle, dans la plupart des sociétés développées, le nombre de lieux où quelqu'un a habité durant sa vie est peut-être un des critères dont la croissance est la plus élevée depuis le début du siècle, en particulier dans notre pays. On peut trouver d'autres caractéristiques de ce nomadisme, mais sans en rester plus longuement là-dessus, je dirais qu'il est très important d'essayer de comprendre comment ces deux notions contradictoires vont pouvoir se concilier ou non, ou ne pas se concilier dans les sociétés d'aujourd'hui. Il me semble que ce choc aura trois conséquences. La première, c'est qu'on vivra le nomadisme dans la virtualité, et peut-être de ce point de vue, le Futuroscope en est un exemple. On voyage sans voyager, on voyage sans bouger. Et le développement tant du virtuel que de l'ensemble des technologies qui permettent de faire les choses sur place en sont la traduction concrète. Mais deux conséquences autres me paraissent particulièrement propres au sujet que vous avez à traiter aujourd'hui. La première, c'est que nomadisme et enracinement au cocooning poussent tous les deux
à la désocialisation, à la rupture des formes de socialisation, à ce que j'appellerais la solitude juxtaposée de tribus. En effet, s'il y a ces deux tendances dont je parlais tout à l'heure, on verra progressivement, comme on le voit déjà, le risque de voir toutes les institutions collectives d'organisation de solidarité ou d'organisation de projets collectifs, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse de la commune, perdre leur justification. Sur l'école, c'est évident, on va assister progressivement avec le développement de ces technologies au discrédit porté de façon croissante sur les systèmes scolaires, avec l'apologie de l'éducation à domicile, du téléenseignement, de l'enseignement à distance et de la possibilité pour chacun de s'éduquer seul, et en tout cas à une très forte concurrence à l'égard de l'appareil institutionnel fait par l'ensemble des technologies où le maître sera le logiciel. Cet ensemble de procédures de désocialisation qu'on pourrait également décrire sur la ville avec le nomadisme poussant au mouvement et rompant les appartenances, créant les conditions d'une solidarité, se manifestera évidemment et se traduira par une solitude qui est très difficile à vivre et qui conduira sans aucun doute à la recherche dans cette désocialisation de tribus nouvelles. En particulier pour les jeunes, il est très frappant de voir que la solitude est quelque chose de très difficile à admettre, et je crois que tout ce qu'on voit se développer, en particulier en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, dans certaines régions de France, à savoir l'émergence de ces tribus infantiles, de ces groupes qui se structurent autour d'histoires inventées, de modes restructurés, de mémoires imaginaires, sont la traduction de cette lente déstructuration des institutions faites et produites pour socialiser. Les frontières même entre les différents lieux de cette socialité, l'école, la famille, la ville, la rue, l'hôpital, se rompent. Et même les concepts les plus traditionnels, le temps de l'école, le temps libre, perdent, je crois, toute justification, toute signification. On ne peut plus parler de temps libre, si tant est que le mot ait jamais eu un sens par opposition au temps contraint, car la frontière entre les différents lieux d'exercice du nomadisme et de l'enracinement est en train de disparaître. Je dis solitude de tribus juxtaposées, et je crois qu'une seconde caractéristique très importante de ce mouvement pour l'enfant sera aussi la simultanéité de l'enfant roi, l'enfant martyr. L'enfant roi, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui de façon frappante dans toutes les sociétés développées. L'enfant est roi, c'est évident, ne serait-ce que par les éléments les plus visibles de nos sociétés, c'est-à-dire le cinéma ou la musique, ou tout ce qui est porteur des mauvais mouvements principaux de consommation qui font que l'enfant est le consommateur roi, celui par lequel passent les mouvements de consommation, celui qui prend par la main ses parents quand il en a pour les emmener consommer ou pour les emmener se distraire, celui qui détermine la forme d'organisation du temps. L'enfant est roi ainsi, l'enfant est aussi roi parce que la jeunesse est édictée en valeur suprême et parce que l'enfant est porteur lui-même, je le dirai tout à l'heure, d'une certaine mythe et d'une certaine illusion qui masque la brutalité et la violence de nos sociétés. Car il y a aussi partout l'enfant martyr. D'abord dans nos sociétés, car la rupture des familles, la solitude de l'enfant qui perd la protection de la famille, qui en gagne une liberté, c'est aussi le fait de devenir pour lui un adulte trop jeune qui le condamne à la violence. Et là encore, l'exemple des sociétés peut-être plus avancées que nous, avancées dans des sens qui ne sont pas de connotation ni positive ni négative, montre que l'enfant roi, c'est aussi l'enfant armé, c'est aussi l'enfant mûr, c'est aussi l'enfant vieilli, celui qui doit tout seul prendre ses responsabilités. Naturellement, l'enfant martyr, c'est aussi dans nos sociétés des choses dont on parle trop peu et qui mériteraient à mon avis un peu de réflexion. Pourquoi parle-t-on si peu dans nos sociétés de ces lois inappliquées qui font qu'aujourd'hui, il y a encore en France presque un enfant par jour, sinon deux, selon des statistiques obscures, enfants qui meurent de mauvais traitements de leurs parents sans que personne ne s'en occupe vraiment, parce qu'on ne veut pas appliquer les lois qui existent pourtant et qui donnent la possibilité aux juges d'enlever les enfants à leurs parents lorsqu'ils sont soumis à de mauvais traitements. Mais naturellement, l'enfant martyr, c'est surtout l'enfant du tiers-monde, celui qui est martyr dans le travail, celui qui est martyr dans la prostitution, celui qui est martyr par l'oubli de toutes les conditions de sa dignité, celui qui est martyr par le fait que l'économie moderne est devenue une économie planétaire, mais une économie planétaire sans solidarité, sans institution, et qui fait que la loi de la jungle
est la seule qui s'impose en l'absence d'institution. Enfant martyr, enfant roi, solitude des tribus, toute cette juxtaposition nous crée un univers, je crois, inquiétant, mais aussi porteur de dynamisme qu'il faut utiliser. Car je ne crois pas qu'il faut avoir à l'égard de cet univers que je l'écris et que je crois particulièrement probable, une attitude réactionnaire. Il ne faut pas penser que le mieux est derrière nous et qu'il faut refuser cette évolution. Elle est là, il faut la prendre comme elle est et il faut l'utiliser pour le mieux. Il me semble qu'il y a un des domaines particuliers sur lequel peut-être une réflexion de groupe comme les vôtres et d'action serait particulièrement importante, c'est évidemment ce qui joint l'école avec le loisir. Si l'on admet d'entrer dans la problématique que je viens de développer, alors il n'y a pratiquement plus de distinction à 10 ans devant nous de l'école et du loisir, ni de la vie urbaine, ni de la vie familiale. Tout cela se fond dans un ensemble et il nous appartient de trouver une façon de le concevoir. Il me semble que sur l'école et sur le loisir, il y aurait aujourd'hui un grand principe à définir. Bon, il semble peut-être utopique ou révolutionnaire ou abstrait, mais je le crois très important. Ce serait simplement le principe qui consisterait à dire « toute formation mérite salaire ». Toute activité de loisir ou toute activité de formation est une activité socialement utile, tout aussi utile que l'est le travail. Et pour un enfant qui se forme, il participe en se formant à l'activité utile au maintien de la société, au renouvellement de la société. Après tout, quand une machine est remise en état, sa remise en état améliore et augmente la valeur de l'entreprise dans laquelle elle se trouve. Et je pense que quand un enfant est formé, qu'il soit dans l'école, dans la formation professionnelle ou dans l'ensemble de ses activités de loisirs, il participe à une activité socialement utile. D'autant plus que, si l'on regarde la façon dont évolue ou va évoluer, à cause de ce qui précède le lien entre l'école et le loisir, on s'aperçoit que les deux sont de plus en plus mêlés. Un enfant qui apprend à l'école différentes choses et qui, rentrant chez lui, a la possibilité sur un ordinateur de l'utiliser et d'apprendre des choses différentes ou complètement contradictoires ou des choses complémentaires, naturellement ne fera plus la distinction entre le loisir et l'école. Et il me semble que va apparaître une nouvelle catégorie qui peut-être est en train de surgir maintenant, qui sera entre la famille et l'école, qu'on pourrait peut-être appeler tuteur ou tutorat, qui sera une structure de travail qui permettra à l'enfant d'utiliser les nouvelles technologies de façon à permettre à l'école de prendre un autre rôle. Naturellement, l'ensemble de ces évolutions sont difficiles à imaginer, sont d'énormes mutations tant de l'action des collectivités locales qui, à mon avis, sont les mieux placées pour organiser cette mutation, pour faire en sorte qu'il y ait un continuum qui aille de la famille à l'école et que chacun y ait une place complète. Mais naturellement, ceci exige des mutations qui sont loin d'être prêtes. Il me semble que pour cela, il faudrait admettre que l'ensemble de ces mutations de l'école et l'ensemble de ces mutations du loisir servent à organiser la mise en place pour l'enfant de 3 valeurs qui me paraissent aujourd'hui ou demain en tout cas les valeurs dominantes de ce qui sera nécessaire pour les enfants pour être adaptés au monde d'après-demain. Adaptabilité. Adaptabilité car je ne crois pas qu'il soit possible aujourd'hui d'apprendre quoi que ce soit comme qui que ce soit puisse le penser, qui soit définitivement valable. Par contre, il faut apprendre, évidemment, à apprendre, on l'a déjà souvent dit. Mais non seulement apprendre à apprendre, mais apprendre à bouger. Un enfant doit pouvoir apprendre qu'il ne sera pas toute sa vie au même endroit. Il doit pouvoir apprendre à vivre avec des gens qui sont différents de ceux qu'il connaît. Il doit apprendre à s'adapter à des circonstances peut-être hostiles, et en tout cas des circonstances différentes. Or, je ne connais pas dans nos systèmes scolaires, ni même dans nos systèmes d'organisation des loisirs, de vrai apprentissage de l'adaptabilité. Deuxième apprentissage, celui de l'altruisme, qui là encore, me semble-t-il, est une très grande lacune de nos systèmes d'organisation sociale. Ça reste au niveau du caritatif, c'est-à-dire de l'appendice accessoire d'une organisation. Mais l'apprentissage de l'altruisme, c'est évidemment demain quelque chose d'autant plus fondamental que nous sommes dans des sociétés où tant le nomadisme que le cocooning pousse à la négation de l'altruisme, pousse au chacun pour soi, pousse à la solitude et à la généralisation de la loi du marché. Et il me semble qu'une des pistes que vous pourriez creuser est de savoir comment des organisations comme les vôtres pourraient participer à l'altruisme. Troisième dimension et troisième valeur qui me paraît fondamentale de promouvoir dans cette généralisation, dans ce grand continuum de l'école et du loisir qui me paraît devoir se fondre, c'est l'appartenance.
Le nomadisme, comme le cocooning, pousse non seulement à la solitude des tribus, mais dans la solitude des tribus, pousse à l'amnésie. Qui dit nomade dit refus de racines et donc oubli de ses racines. Et qui dit cocooning dit aussi solitude dans le refus de l'environnement et de la mémoire qu'elle porte. Il me semble très important pour éviter que ceux s'imaginent sous forme de secte ou sous forme bizarre ou sous forme fascisante et totalitaire, des fausses mémoires imaginaires porteuses de consolation barbare, de recréer des conditions d'apprentissage de l'appartenance. Non pas d'une appartenance unique, mais au contraire, comme condition même de la tolérance nécessaire à notre monde, d'appartenance multiples. Quand on bouge d'une commune à une autre, on a des appartenances multiples. Quand on est dans une commune, on a aussi des appartenances multiples. On est dans une famille, dans un quartier, dans un club de foot, dans une école différente, dans une circonstance religieuse particulière. Et je crois qu'on a trop fait dans le passé l'idée de la multi-allégeance, un concept dangereux ou une connotation négative. Celui qui avait une multi-allégeance était considéré comme un traître. Je crois qu'au contraire, il faut faire de la multi-allégeance une valeur positive. La multi-appartenance, c'est certainement quelque chose qu'il faut apprendre et qui est peut-être la façon de concilier adaptabilité et altruisme. Et enfin, je dirais, en concluant, qu'il me paraît que tout ça doit s'organiser autour d'un nouveau droit, que j'appellerais le droit, ou qu'on a appelé, car je ne suis pas le premier à employer cette formule évidemment, le droit à l'enfance. Je ne crois pas au droit des enfants. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, mais je crois que le droit des enfants est une absurdité. Le droit des enfants, ça consiste à donner des droits aux enfants pour se défendre contre les adultes, c'est-à-dire de les organiser comme adultes plutôt, et ça fait partie de ce piège, je dénonçais tout à l'heure, qui fait de l'enfant roi en fait un martyr parce qu'on le fait vieillir trop jeune. Le droit à l'enfance, c'est un double droit. C'est un droit pour les enfants d'avoir une enfance, c'est-à-dire d'avoir le droit de rêver, d'être libre, d'être irresponsable, de faire des actes gratuits, de croire au Père Noël et de croire dans les contes. C'est le droit à l'enfance qui est dénié évidemment à 300 millions d'enfants dans le monde qui travaillent, mais aussi de plus en plus dans les sociétés modernes, à de millions d'enfants qui se trouvent dans des circonstances si difficiles. Mais je dirais aussi qu'il faut respecter le droit à l'enfance des adultes, car tout adulte doit avoir aussi le droit de rêver, le droit de croire au Père Noël, car quiconque ne prend pas ses rêves pour des réalités n'a aucune chance de les réaliser jamais. Dans une tradition qui m'est proche, que vous me permettrez de citer pour conclure, dans la Bible, il y a une réflexion, une discussion pour savoir qu'est-ce qu'être juif. Et un théologien répond, c'est simple, un juif c'est quelqu'un dont les parents sont juifs. Un autre théologien répond non, pas du tout, un juif c'est quelqu'un dont les enfants sont juifs. Et cette réflexion va bien au-delà de ces caractéristiques particulières d'un peuple ou d'une culture. C'est la question de savoir si on est ce qu'on a reçu ou si on est ce qu'on transmet. Je crois qu'un homme n'est aujourd'hui un homme, non pas s'il est le fils de l'homme, mais s'il est capable d'être le père de l'homme. Je vous remercie.